Il s'est réincarné avec moins 255 rises, mais il gagne plus de 100 milliards de points de statistiques, ce qui le rend plus fort qu'un dieu dans son nouveau monde. L'histoire commence avec un homme nommé Oka, qui sait qu'il est laid, mais il a appris à accepter son apparence et à vivre une vie heureuse. Mais un jour, une fille l'accuse à tort de l'avoir harcelé, alors il nie l'accusation et tente de partir, mais il trébuche et éparpille ses sacs de courses. Tout le monde voit les jeux pour adultes qu'il a achetés, alors il le croit tout coupable, et Oka réalise que le monde n'est pas juste envers les gens laids comme lui. Alors il plaide coupable pour éviter plus d'humiliation, mais le juge le condamne à 300 000 yens et il est renvoyé de son travail. Quelques années plus tard, nous apprenons que la femme qui l'avait piégé a été arrêtée parce qu'elle accusait à tort des hommes laids de l'avoir harcelée, mais elle n'a reçu qu'une probation puisqu'elle était mineure. Oka fut traumatisé par cette fausse accusation, mais il ne put trouver de travail, alors il devint un reclus qui vivait avec ses parents. Actuellement, nous voyons Oka naviguer sur Internet et il tombe sur un mystérieux message concernant la réincarnation dans un autre monde. Il rejette cela comme une blague, mais comme il n'a rien d'autre à faire, il décide de suivre le guide pour se réincarner. Il reçoit soudain une notification qui lui demande s'il est prêt à commencer une nouvelle vie, mais elle l'avertit qu'il devrait sacrifier la moitié de sa durée de vie pour revenir. Il pense que c'est un virus, mais il clique quand même sur suivant, et un formulaire de création de personnage apparaît. Il règle son apparence à la valeur la plus basse possible, mais il réalise qu'il a gagné des points bonus en faisant cela, et il voit qu'il peut ajouter des notes spéciales. Mais au lieu d'écrire quelque chose de positif, il décide de réduire ses gains à 0 et de se faire souffrir s'il touche une femme. Il accumule plus de 100 000 milliards de points bonus, mais avant de pouvoir les utiliser pour améliorer ses attributs, il manque soudain de temps et il est téléporté dans l'autre monde. Le lendemain, Oka se réveille dans son nouveau corps et il rencontre bientôt d'autres personnes qui suivent ce même rituel pour se réincarner. Oka remarque un garçon nommé Seiji qui parle aux filles, mais Oka n'est pas intéressé par les amitiés, alors il commence à chercher des objets utiles. Il trouve une pièce, mais elle disparaît comme par magie quand il essaie de la ramasser, alors il se souvient qu'il avait réglé son taux de revenu à 0. Après avoir rassemblé tous les objets de départ, tout le monde les distribue équitablement, mais Seiji réalise qu'ils n'ont que 7 pièces au total, ce qui fait se demander aux filles si quelqu'un en a pris une. Il interroge Oka à ce sujet et il est déçu qu'ils ne lui fassent pas confiance, mais il sait qu'il ne peut pas avoir d'argent, alors il leur dit qu'ils peuvent prendre sa part. Seiji pense qu'ils ne peuvent pas l'exclure ainsi, mais la fille nommée Seika trouve cela logique car il est le seul à n'avoir pas trouvé de pièces. Il joue à pierre-feuille-ciseaux pour décider comment les armes seront distribuées et Oka se retrouve avec la massue tandis que Seiji prend la hache. Il lui offre une poignée de main amicale, mais Oka refuse de refaire les mêmes erreurs de sa vie passée, alors il décide de faire cavalier seul. Seiji montre la carte à tout le monde et suggère de se diriger vers la ville voisine d'Iria, mais Oka ne décide d'aller avec le groupe que pour pouvoir les quitter à mi-chemin du voyage. Alors qu'ils ouvrent la porte, ils sont choqués de voir un gobelin attendre dehors, mais Seiji le tue avec sa hache. Il remarque que plusieurs gobelins qui arrivent vers chemise eux, alors Seiji dit à la fille nommée Ritsu de l'aider à les combattre et il demande à Oka de protéger Ritsu pendant qu'elle charge ses flèches. Il est impressionné que Seiji mène de front, mais il remarque que Ritsu a du mal à tendre sa corde d'arc. Un gobelin l'attaque soudainement et Seiji lui dit de s'en occuper, mais même un coup direct de sa massue est incapable de causer le moindre dégât. Seika est surprise de sa faiblesse et le gobelin le frappe aux jambes, alors il tombe à genoux. Il se demande pourquoi il est si faible, car il devrait avoir beaucoup de points bonus, mais il se souvient qu'il a manqué de temps lors de la création de personnages, donc il n'a pas pu améliorer ses statistiques. Il est en colère contre sa malchance et il décharge sa frustration sur le gobelin, le frappant de toutes ses forces. Il parvient à le vaincre et il reçoit une notification qu'il a monté de niveau, mais il est surpris d'être déjà au niveau 31. Alors il vérifie ses attributs et il remarque qu'il a un multiplicateur d'expérience de 10 000, ce qui explique pourquoi il a monté de niveau si vite. Seiji et Ritsu montent aussi de niveau et ils décident d'améliorer leur endurance et leur force, tandis qu'Oka ajoute 1000 milliards de points à chacune de ses statistiques. Il se met soudain à briller d'une énergie divine, alors que le système le déclare Dieu absolu, et il réalise qu'un autre gobelin le frappe, mais à cause de ses nouveaux pouvoirs, il ne peut même pas le sentir. Il décide de tester sa nouvelle force et lui donne une légère pichenette sur la tête, mais cela envoie le gobelin voler, alors il réalise qu'il est devenu surpuissant. Il remarque que Seika n'arrive toujours pas à tendre son arc, alors il décide de l'aider et elle est impressionnée quand il le noue rapidement grâce à sa compétence de dextérité maximisée, alors elle lui dit de tirer le premier coup et il active sa compétence appelée le tir de destruction ultime.
Sa flèche s'envole dans le ciel, alors il se demande s'il a manqué sa cible, mais un cercle magique apparaît soudainement et un dragon en sort, éliminant les gobelins sur son passage. Tout le monde est stupéfait par son pouvoir et Seika se demande comment il a fait cela. Alors Oka invente l'excuse qu'il était au club de tir à l'arc. Elle propose de s'occuper du reste des gobelins, alors il lui rend son arc, et alors que d'autres gobelins arrivent, elle commence à leur tirer dessus, mais tous ses tirs manquent leur cible, et elle est déçue quand elle n'a plus de flèches. Alors Oka crée de nouvelles flèches grâce à sa compétence d'artisanat et lui dit qu'elle les a fait tomber. Elle les ramasse rapidement et recommence à tirer. Seiji et Ritsu éliminent tous les gobelins restants, mais Oka s'inquiète pour Seika, alors il décide de rester avec eux jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination. Ils arrivent bientôt à Iria et ils remarquent un restaurant de hamburgers, ce qui les rend heureux. Mais alors que tout le monde entre, Oka décide de partir car il pense qu'il doit maintenir son mode de vie isolé. Il s'assied près d'une fontaine, mais il a soudain faim car il n'a pas d'argent pour acheter de la nourriture. Il est surpris quand Seika arrive et il tombe dans l'eau, alors elle lui demande s'il va bien. Mais elle lui donne un burger, lui disant que c'est un signe de gratitude pour avoir tendu son arc plus tôt, et il est surpris par sa gentillesse. Il va prendre le burger, mais ses doigts la touchent accidentellement, et il ressent un choc électrique alors qu'il perd des PV tandis que le burger s'écrase contre le mur. Il subit 50 000 milliards de dégâts du bref contact et il est encore en train de digérer sa perte, mais il remarque Seika qui pleure car elle pense qu'il a rejeté son cadeau. Il utilise ses compétences en communication d'entreprise et lui dit qu'elle est si belle que ses mains tremblaient, mais qu'il mangerait quand même ce burger avec plaisir. Seika lui donne son autre burger en s'excusant de l'avoir rendu nerveux. Oka mange joyeusement le burger et pense qu'il lui doit quelque chose, alors il décide de rester avec le groupe jusqu'à ce qu'il puisse la rembourser et met son plan de faire cavalier seul en suspens. Seika et Oka visitent le magasin d'armes et Seika essaie d'acheter plusieurs lots de flèches, mais le commerçant lui dit qu'ils n'ont qu'un stock limité. Oka remarque que son sac est déjà plein de flèches et même s'il pourrait facilement en créer plus pour elle, il ne peut pas les lui donner sans éveiller les soupçons. Seiji et Ritsu arrivent à bientôt et ils mentionnent qu'ils ont trouvé une nouvelle auberge, mais Oka décide de simplement dormir dans le parc. Seika pense qu'il fait cela parce qu'il est pauvre, alors elle propose de payer sa note, mais il ne veut pas être un fardeau pour elle. Elle devient émotive, pensant qu'il doit la haïr, mais il lui dit que ce n'est pas le cas, alors elle lui attrape le bras et le conduit à l'auberge. Il remarque qu'il ne subit aucun dégât parce qu'elle le touche à travers ses vêtements au lieu de sa peau. Il pense qu'elle l'emmène toujours avec elle, mais il ne peut pas la laisser seule car elle est si innocente que des gens pourraient lui faire du mal. À l'auberge, Seiji planifie leurs finances, tandis qu'Oka s'inquiète de ne pas pouvoir continuer à devoir des faveurs à Seika. Il réalise qu'il doit trouver un moyen de gagner de l'argent malgré sa malédiction de revenus nuls, sinon ils seraient forcés de retourner dans le monde qu'ils ont laissé derrière eux. Le lendemain matin, Oka apporte le petit déjeuner pour tout le monde, ce qui les surprend, alors il ment en disant qu'une personne gentille le lui a donné. Seika note que mendier n'est pas bien et qu'il devrait lui demander s'il a besoin d'argent, alors il apprécie cette offre généreuse. Nous apprenons qu'il a en fait acheté le petit déjeuner en fabriquant des flèches et en les apportant au magasin d'armes. Mais comme il ne peut pas gagner d'argent, il les a échangés contre de la nourriture. Il sait qu'il les a vendus à perte, mais il est quand même content d'avoir pu rendre la gentillesse de Seika. Après le petit déjeuner, Seiji leur dit qu'ils devraient se préparer pour leur prochaine aventure, et Seika pense qu'ils devraient d'abord explorer la ville. Mais il mentionne qu'ils doivent trouver une bonne source de revenus et note qu'il y a une grotte près de la ville qu'ils devraient explorer, ce qui excite Seika. Mais Ritsu se demande si c'est sûr. Un homme nommé Shiro les interrompt soudainement et leur demande s'ils se dirigent vers la grotte d'Arga, car ils auront besoin d'un navigateur expert pour l'explorer. Il révèle qu'il est aussi un aventurier réincarné, ce qui alarme Oka, mais Shiro est surpris de sa laideur. Il leur montre un objet qui peut les aider à obtenir une réduction à l'auberge, et il mentionne qu'ils auraient dû le trouver dans la première cabane en rondin, mais ils décident de le partager puisqu'ils ne l'ont pas. Seiji se demande qui il est, alors il se présente comme un guide pour aventuriers débutants, mais Oka le trouve suspect car il ne travaille qu'avec de nouveaux aventuriers. Mais Oka est confiant de pouvoir protéger tout le monde si Shiro essaie de leur faire du mal, et Seiji note qu'il manque d'argent, mais il croit qu'engager Shiro sera un bon investissement. Ils concluent un accord et se dirigent vers la grotte, mais en chemin, ils rencontrent un groupe de gobelins. Seika leur tire des flèches et elle les manque toutes, alors Shiro lui conseille de conserver ses flèches, mais elle l'assure qu'elle en a beaucoup. Il pense qu'elle devrait être plus prudente et lui dit de penser que chacune de ses flèches coûte 100 millions de yens, alors elle vise attentivement et elle parvient à toucher un gobelin, ce qui impressionne tout le monde. Ils continuent leur voyage et Shiro entraîne Ritsu et Seiji,
tandis que Seika s'entraîne à tirer des flèches sur l'arbre, mais elle manque tous ses tirs. Shiro remarque qu'Oka ne s'entraîne pas, alors il invente l'excuse qu'il ne possède aucune compétence digne d'être entraîné. Mais Shiro mentionne que les massues ont un coup ultime surpuissant, et Oka sait qu'il dit la vérité. Nous apprenons que lorsqu'il est sorti de la ville pour fabriquer des flèches, il a rencontré un orque géant, alors il a essayé de tester sa compétence de massue la plus puissante, mais le système l'a averti que s'il l'activait, l'impact détruirait tout dans un rayon de 200 km. Alors il a décidé de ne pas utiliser un mouvement aussi mortel. Shiro lui dit d'être plus actif au combat, où il prendra aussi sa retraite tôt comme lui, révélant qu'il faisait partie d'un groupe de mercenaires. Mais il a quitté le groupe à mi-chemin, car il a remarqué la différence de pouvoir entre lui et le capitaine, qui avait rejoint à peu près en même temps que lui. Il révèle que son ancien camarade est maintenant un roi, et il a atteint le niveau 80, mais il a une moyenne de statistiques de 160. Shiro pense qu'Oka est stupéfait, mais il est en fait surpris de la faiblesse du roi, et Shiro lui dit juste de continuer. Ils atteignent bientôt l'entrée de la grotte, et à en juger par son apparence, Oka pense que ce sera assez intéressant. Ils entrent, et ils remarquent que Seika a peur, alors il se demande si c'est une enfant. Elle est ravie de voir des stalactites, mais Shiro l'avertit qu'elle pourrait tomber, ce qui fait à nouveau se demander à Oka quel âge elle a. Seiji lui demande poliment son âge, mentionnant qu'il avait 30 ans dans leur monde précédent, mais Seika les surprend quand elle révèle qu'elle a 17 ans, car il s'attendait à ce qu'elle soit beaucoup plus jeune. Shiro les guide plus profondément dans la grotte et ils rencontrent des chauves-souris qu'ils défont facilement. Ils atteignent une porte géante et Seika est excitée de voir ce qu'il y a de l'autre côté, mais elle s'arrête en réalisant que personne ne l'ouvre. Shiro lui dit que c'est la salle du boss et qu'elle mourra si elle y entre, alors elle se cache derrière Ritsu. Seiji pense qu'il devrait en rester là pour aujourd'hui, mais Shiro note qu'il a un événement spécial prévu pour eux et il les conduit à une pièce, affirmant que c'est un endroit sûr que les monstres et la magie ne peuvent pas pénétrer. Mais Oka sait que son coup ultime le détruirait et Seika remarque des collations sur la table. Alors Shiro leur dit que c'est une fête de bienvenue pour les aventuriers qui sont arrivés jusqu'ici, mais Oka réalise que la nourriture est empoisonnée. Il sait que c'est un anesthésique, mais il est confiant que cela ne fonctionnera pas sur lui, et Seiji refuse l'offre, expliquant qu'ils doivent rentrer avant qu'il ne fasse nuit. Alors Shiro lui dit que c'est bon, et qu'il ne les forcera pas à célébrer, mais Seiji s'excuse soudainement et admet qu'il avait douté de Shiro plus tôt, mais il pense maintenant que Shiro est une bonne personne. Ils commencent tous à profiter des collations, mais Oka veut les ralentir, afin de pouvoir utiliser sa magie d'antidote sur eux. Il leur demande ce qu'ils faisaient avant de venir dans ce monde, mais ils sont tous choqués et ils réalisent qu'ils n'auraient pas dû poser une question aussi sensible, mais Seiji propose de partager son histoire. Nous revenons à l'époque où Seiji n'était qu'un étudiant et nous apprenons qu'il détestait l'école, alors il a quitté la maison de ses parents, il a finalement fondé sa propre entreprise appelée Success Life, qu'Oka reconnaît car il a déjà travaillé avec eux. Il mentionne qu'un vendeur est venu un jour leur vendre une machine et Seiji commence à négocier le prix. Mais l'attitude du vendeur l'a impressionné et il a conseillé à Seiji de profiter de sa vie, alors il a quitté son entreprise et a commencé à voyager tout en développant son activité. Son entreprise a progressé, mais elle a finalement fait faillite à cause d'un incident lié au développement de l'IA. Alors tout le monde dans l'entreprise a souffert et il est devenu malade mentalement. Il sentait qu'il ne pouvait pas rembourser le vendeur pour son bon conseil, alors il a quitté leur ancien monde avec la promesse de ne jamais décevoir les gens, ce qui rend tout le monde ému. Seiji révèle que le nom du vendeur était Monsieur Shigeru et il demande à Oka son nom de famille, mais il sait qu'il est le vendeur de l'histoire, alors il ment en disant que c'est Sasaki et tout le monde s'effondre soudainement alors que Shiro et ses hommes arrivent. Il est content que leur travail ait été facile car leur cible était crédule, mais nous voyons qu'Oka est toujours éveillé, il lui menotte les mains mais cela lui rappelle sa vie passée où il a été injustement condamné et il pense que puisque tout le monde est inconscient, il peut utiliser toute sa puissance. Mais Seiji se lève soudainement malgré l'influence de la drogue et il leur dit de ne pas toucher ses amis, alors il l'attrape et Oka craint que les attaquer ne lui fassent aussi du mal. Mais il riposte, alors il le jette et Oka voit une ouverture. Shiro ordonne à ses hommes de ne pas blesser les prisonniers car cela réduirait leur valeur, alors Seiji réalise qu'ils ont kidnappé des aventuriers réincarnés. Il pense qu'ils sont les pires car ils blessent des gens qui cherchent désespérément une autre chance et il note qu'il ne les épargnera pas s'ils essaient de toucher ses amis. Shiro se moque de lui et ordonne à ses hommes de les ligoter, mais Oka leur saute dessus et utilise son poids pour les faire tomber. Seiji lui dit de s'échapper et affirme qu'il peut abattre leurs ennemis d'un seul coup, ce qui surprend Oka, mais Shiro ordonne à ses hommes de les attaquer, alors Oka utilise encore une fois son poids pour les combattre, mais ils sont plus nombreux et commencent à se battre salement.
Alors Seiji est en colère et décide de leur montrer son coup ultime qu'il a obtenu après avoir converti tous ses points bonus en une promesse de ne jamais trahir ses amis. Il révèle que sa compétence ultime est déclenchée par la colère et il leur dit de se rendre, mais ils n'ont pas peur de lui et Shiro l'attaque. Mais Oka bloque l'épée avec sa menotte et Seiji lui demande de s'éloigner, mais Oka lui dit qu'il veut que les gens bien puissent se racheter, alors il le protégera pendant qu'il prépare son attaque ultime. Seiji se transforme et il lui pousse des ailes, ce qui choque tout le monde et il révèle que son nom est Aldin. Il charge les ravisseurs, mais au lieu de les frapper avec son coup ultime, il s'arrête juste avant de faire contact. Il note qu'il pourrait facilement leur infliger un jugement, mais il ne veut pas leur voler l'opportunité de se racheter. Il leur dit de se repentir par le jugement de la loi, afin que leur cœur puisse renaître, ce qui déroute Shiro, tandis qu'Oka pense que Seiji est juste trop gentil. Shiro se rend et dépose son arme, alors Seiji s'éloigne, leur disant qu'il ne montrera aucune pitié s'ils choisissent à nouveau le chemin du mal, mais Oka pense qu'il ne devrait pas leur tourner le dos. Shiro essaie de l'attaquer par derrière, mais Oka le fait trébucher et les ravisseurs commencent à le frapper, alors il prétend que les amis de Seiji sont arrivés. Pendant qu'ils sont distraits, il retire de la saleté de son nez et détruit instantanément le mur avec. Il leur dit que c'était l'attaque de Seiji, mais il n'a aucune idée de ce qui se passe, alors Oka mentionne qu'il a vu un faucon aux ailes blanches répondre à la colère du héros. Il s'agenouille et demande pardon, tandis que Shiro promet de changer ses habitudes, et même si Oka ne les croit pas, il leur dit de former une ligne. Il dit à Seiji de les frapper pour qu'ils puissent ressentir la douleur des autres, pensant que le pouvoir de Seiji les blessera s'ils ont toujours de mauvaises intentions. Mais il redevient soudain normal parce qu'il n'est plus en colère et il pense aussi que le fouet de l'amour ne devrait pas être utilisé avec colère, sinon cela ne le satisferait que lui. Il leur ordonne de se tenir droit et commence à les gifler pendant qu'il le remercie de les avoir éduqués. Après cela, Seiji déplace les filles vers leur lit et même si Oka veut aider, il sait qu'il ne peut pas les toucher. Seiji s'effondre soudainement et Shiro réalise que les drogues font enfin effet, alors il demande à Oka de les rejoindre, promettant de lui donner des femmes et de l'argent. Mais il brise les menottes, alors il panique et il réalise bien que même s'il a l'air laid, il a un cœur de justice. Il dit à Seiji qu'il a fait un excellent travail et il se moque de son visage laid, mais il les ignore complètement. Ils retournent à l'auberge où nous voyons qu'ils ont déjà remis les ravisseurs aux autorités et ils ont reçu une prime de 10 millions de yens parce que les ravisseurs étaient des hommes recherchés. Seiji veut la partager avec tout le monde, mais Ritsu note que tout ce qu'elles ont fait c'est dormir, alors elles ne méritent pas une partie de la récompense. Seiji pense qu'il les a mis en danger et qu'il n'aurait pas dû faire confiance à Shiro, mais Ritsu lui rappelle qu'il a vaincu le groupe de Shiro. Elle se demande si Oka était aussi éveillé, alors Seiji leur raconte comment il a utilisé son corps comme bouclier, alors elle l'appelle le vrai MVP. Seiji lui demande de prendre l'argent, mais il sait qu'il ne peut pas en avoir à cause de sa malédiction. Alors il utilise ses tactiques de vendeur pour mentir, leur disant qu'il dépense l'argent bêtement, donc il est mauvais en gestion d'argent. Seiji prend l'argent et le distribue équitablement, mais quand il essaie de donner sa part à Oka, il refuse encore une fois, lui disant qu'il ne peut pas transporter d'argent liquide. Seika se porte volontaire pour le prendre à la place, promettant de le lui donner chaque fois qu'il en aura besoin. Après cela, Seika emmène Oka au restaurant et pendant qu'elle achète le déjeuner, il pense qu'avec 25 000 RIA, il peut la rembourser et survivre seul, donc il n'a plus besoin de rester avec eux. Il pense que ce sera leur dernier repas ensemble, mais Seika revient soudainement et lui donne le grand burger. Elle révèle qu'elle est tombée amoureuse des burgers il y a 2 jours, ce qui lui fait réaliser qu'elle a eu son premier burger récemment, alors il pense qu'elle devait être une fille protégée. Elle lui demande ses stats, il ment qu'elles sont basiques. Elle regrette qu'il n'ait pas soigné la personnalisation, elle a découvert qu'en baissant l'apparence, on gagne des points bonus. Il pense qu'elle n'a pas baissé la sienne, mais elle révèle l'avoir mise à moins 16. Il ne comprend pas comment elle reste si belle malgré ça. Elle révèle qu'elle a demandé à être jolie dans une note spéciale sous ses stats. Choqué, il réalise qu'il aurait pu utiliser l'astuce pour ressembler à un beau mannequin, mais il ne se souvient même plus de son nom. Elle aperçoit un chat n'en ayant jamais vu d'aussi près. Il lui dit d'aller le toucher, mais elle trébuche. Il se précipite pour la rattraper, elle se rétablit, lui demande ce qui ne va pas. Il explique qu'il s'entraînait et elle va caresser le chat. Il va aux toilettes et pleure, se souvenant qu'en souhaitant être jolie, elle touchait sa main, pas son visage. Il pense qu'elle a dû souffrir d'une maladie aux mains et aux jambes, trouvant tragique qu'une jeune fille ait vécu ça. Mais il se souvient soudain de son titre de dieu absolu et pense que c'est son devoir de l'aider.
Seika frappe à la porte, demandant à Elka s'il a mal au ventre. Il répond qu'il sortira bientôt, mais il pense qu'elle manque d'expérience sociale, ayant été alitée dans sa vie passée. Il réalise qu'elle sera une cible facile pour les criminels. Portant le titre de dieu absolu, il veut s'assurer de sa sécurité. Il sort des toilettes et la trouve qui l'attendait, inquiète pour sa santé. Ils rejoignent le groupe. Seiji suggère de définir leur rôle, car cela les aidera au combat. Seiji choisit d'être un héros, c'est son but. Ritsu devient mage. Il pense qu'Oka devrait être un combattant épique. Seika les interrompt, voulant aussi être une héroïne. Oka lui propose d'être une combattante épique comme lui, mais elle n'est pas intéressée. Ils s'équipent tous de nouveaux matériels. Après leur changement de classe, Seika s'approche d'Oka et lui dit fièrement qu'avec sa nouvelle tenue, elle est devenue une grande mage. Il lui dit qu'elle est magnifique et qu'il est content qu'elle ait finalement renoncé à être une héroïne. Le groupe se réunit. Seiji annonce qu'ils iront à la principauté de Valeria et qu'ils ne doivent pas trop dépenser en collation, ce qui émeut Seika. Elle demande à Ritsu si elle veut faire de la corde à sauter avec elle. Ritsu accepte, elle décide d'aller au parc et Oka est heureux de les voir s'entendre. On revient au moment où ils sont allés au magasin d'armes. Seika semble intéressée par celle des combattants. Oka lui dit que les mages utilisent rarement des armes. Avec l'aide du vendeur, il la convainc d'acheter une corde à sauter. Oka lui montre comment jouer avec. Elle est surprise de le voir si agile malgré sa taille. Il remarque qu'elle réfléchit. Elle dit vouloir enseigner à Ritsu, mais la trouve trop distante. Oka comprend qu'elle veut de l'intimité, ayant tous fui leurs anciennes vies. Il a une idée qui pourrait marcher, retour au présent. Oka observe les deux filles jouer, cachées derrière un buisson. Ritsu maîtrise facilement la compétence. Mais quand Seika lui demande de se présenter, elle se tait. Seika décide de l'appeler Leeds, car ça ressemble à une brise. Ritsu continue de sauter à la corde, mais elle saute vers le ciel et tout le monde est impressionné par son agilité. Quand elle atterrit, tout le monde l'entoure et la complimente, lui demandant de rejoindre leur groupe, mais Seika se met soudain à pleurer, alors Oka sort de sa cachette. Ils le trouvent si laid qu'il devrait être arrêté, mais Ritsu leur dit que c'est un membre de son équipe, ce qu'ils ont du mal à croire. Il lui dit d'être plus prévenante et de répondre au moins à Seika, car ignorer quelqu'un est insensible. Ritsu s'excuse et s'enfuit. Après, Seika trouve un message de Ritsu qui s'excuse pour son comportement et la remercie pour le joli surnom qu'elle lui a donné. Elle veut être amie avec Seika, ce qui la rend heureuse. Elle part chercher Ritsu. Oka réalise qu'elle se cache et lui dit de sortir. Elle l'emmène dans une autre pièce où elle s'excuse en s'agenouillant d'un bond. Il se demande pourquoi elle s'excuse. Elle révèle qu'elle sait que son nom n'est pas Sasaki et qu'il est le vendeur qui a rencontré Seiji dans leur monde précédent. Oka se demande comment elle connaît son vrai nom. Elle révèle qu'elle a une capacité de ses notes spéciales, lui permettant de lire les fenêtres de statut des autres. Il réalise qu'elle doit tout savoir de lui, y compris son statut de dieu absolu et sa faiblesse face aux femmes. Elle lui demande s'il connaît le passé de Seika, révélant que c'est elle qui l'a brisé et qu'elle est là pour se racheter. Elle révèle qu'elle faisait partie d'un programme d'IA dans le monde précédent où elle a rencontré Seika. Bien qu'elle ait souhaité le bonheur de tous, Seika a été blessée dans un accident. Il se demande si c'était le même programme d'IA qui a détruit la compagnie de Seiji. Elle révèle qu'il est en fait son frère. Mais comme elle est totalement différente du monde précédent, il ne l'a pas reconnue. Oka pense que c'est logique, Seiji ne l'ayant pas reconnu non plus. Ritsu mentionne avoir entendu qu'il pouvait faire sourire les autres, alors elle le cherchait. Mais il se demande si elle dit la vérité. Elle révèle qu'elle ne peut pas mentir, c'était le prix de sa repentance dans ses notes spéciales. Elle demande son aide pour faire sourire Seika et Seiji. Il pense qu'ils sont innocents et des cibles faciles pour les criminels, alors il décide de travailler avec elle. Elle se coupe les cheveux, expliquant l'avoir fait par vœu et parce que Seika lui avait dit que les cheveux courts lui iraient mieux. Elle pense que ça l'aidera à s'entendre avec Seika. Il remarque sa forte détermination à aider leurs amis et réalise qu'il peut lui faire confiance. Le lendemain, le groupe se prépare à voyager vers la principauté de Valeria. Seiji pose leurs bagages sur un étrange animal, inconnu de leur ancien monde. Ritsu les rejoint, Seika aime sa nouvelle coupe et commence à lui parler, ce qui rend Oka heureux pour elle. En chemin, il rencontre des monstres.
Seika en élimine quelques-uns avec sa magie, mais un aigle se précipite pour l'attaquer. Seiji intervient rapidement et le tue. Un monstre est sur le point de les attaquer par derrière, mais Ritsu le tue avec ses flèches. Il réalise qu'attendent qu'ils ont anéanti les monstres. Seika est confiante, son talent magique s'épanouit, mais Seiji réalise qu'il fait nuit, ils doivent camper. On apprend qu'ils ont choisi un chemin plus raide à la demande de Seika. Ils trouvent vite une grotte pour la nuit. Elle nettoie le sol, disant que c'est son premier camping. Seiji suggère de diviser les tâches. Elle décide d'aller pêcher. Oka l'accompagne, il s'assoit dans près de la rivière mais ne pêche rien. Elle lui dit vouloir être moins plaintive car elle pleure parfois sans raison, ce qu'elle trouve pathétique. Mais il mentionne que les gens pleurent parfois parce que leur cœur est passionné par quelque chose. Il pense que si elle ne comprend pas pourquoi elle pleure, elle devrait se demander ce qui a ému son cœur. Alors elle se remet à pleurer. Ils sont interrompus par Ritsu qui dit que le feu est prêt. Mais Seika note qu'ils n'ont pas eu de chance. Alors Ritsu sort son arc et tire sur les poissons dans l'eau, ce qui lui permet de les attraper. Elle les donne à Seika qui se dirige vers le camp, tandis que Ritsu remarque que Seika est toujours heureuse en compagnie d'Oka. Elle croit donc que son frère avait raison à son sujet car il peut faire sourire les autres. Il remarque de la fumée venant de leur camp et pense qu'il devrait repartir, mais elle lui demande de garder son identité secrète pour l'instant, car cela pourrait briser leur groupe si les autres le découvrent. Ils atteignent bientôt le camp où tout le monde savoure son repas. Oka interroge Seiji sur le but de leur voyage. Ils réalisent qu'ils n'ont pas de vrais objectifs, mais notent qu'ils trouveront leur prochaine étape en arrivant à Valyria. Ils entendent soudain des pas et voient une fille blessée, Reya, qui s'effondre à cause de ses blessures. On revient au moment où elle était poursuivie par deux hommes qui voulaient la punir. Elle s'était cachée derrière un arbre, incapable de les combattre. Elle se souvient que tout ça est dû à son vœu de tuer toutes les jolies filles, car son petit ami l'avait quittée pour elle, et elle ne l'avait jamais respectée. Retour au présent, Reya se réveille et trouve Seiji assis à côté d'elle. Il lui dit que Seika a utilisé la magie de guérison pour l'aider à récupérer. Elle trouve ça cool, mais Seika lui dit qu'elle devrait plutôt dire merci. Elle leur demande de la rapprocher du feu de camp. Oka remarque la tristesse de Seika à cause de sa réponse impolie, mais il pense qu'elle devrait être plus prudente avec les étrangers. On voit que quand Seiji a demandé à Oka d'apporter de l'eau pour Reya, Ritsu lui a parlé de ses notes spéciales. Elle promet de tuer toutes les belles filles. Ils craignent donc qu'elle ne cible Seika. Au présent, Seiji offre de la nourriture à Reya. Seika tient son bol et propose de le refroidir, mais cela ne fait que l'enrager. Elle essaie de saisir son arme, mais Ritsu l'a déjà désarmée et les surveille. Seiji se demande comment elle a eu ses blessures. Elle lui dit que son groupe a été attaqué et qu'ils ont dû se séparer après avoir fui pour leur vie. Seiji note qu'il la protégerait jusqu'à leur destination, mais elle se demande si elle peut lui faire confiance. Seiji lui dit qu'il ne trahirait jamais personne. Il demande à Reya si elle se sent mieux. Elle ment qu'elle a un peu de fièvre et se demande si Seiji peut l'emmener à la rivière. Seika propose son aide, mais Reya le prend au dépourvu en le traitant de pervers, qui veut la voir prendre un bain. Il devient nerveux. Quand Oka s'approche, elle lui dit de rester loin car elle hurlera s'il la touche. Seika se demande s'il est aussi un pervers. Tous deux ont honte, Ritsu propose de l'aider. Mais Reya la trouve effrayante. Oka se souvient qu'elle ne peut pas mentir à cause de ses notes spéciales et réalise que cela s'applique aussi à son visage. Elle ne peut donc pas feindre ses expressions. Reya demande à Seika de l'accompagner à la rivière. Elle accepte mais lui rend son arme, disant qu'elle pourrait rencontrer des monstres. Ritsu les suit. Oka pense qu'il devrait aussi y aller, mais Seiji l'arrête. Il explique que Reya est dangereuse. Seiji convient qu'ils se brûleront s'ils la touchent imprudemment. Il pense que Seika se débrouillera. Alors il devrait continuer à manger en attendant. Mais Oka réalise que Seiji ne connaît pas les notes spéciales de Reya, il doit donc agir seul. Il utilise sa super vitesse pour faire des allers-retours entre la rivière et le camp. Seiji pense qu'il bug. Mais il trompe Seiji en lui faisant croire qu'il est fatigué et utilise son sort de sommeil pour l'endormir. Reya boit l'eau fraîche, ce qui la fait se sentir mieux. Elle mentionne que Seiji est cool, mais encore inexpérimenté. Elle souhaite pouvoir rejoindre leur groupe, ce qui excite Seika, car elle veut qu'elle fasse partie de leur équipe. Mais Reya mentionne que c'est impossible car elle a écrit dans ses notes spéciales qu'elle tuerait les jolies filles. Seika pense qu'elle n'est pas jolie et se demande si elle lui a fait du mal. Reya explique que non, mais qu'elle ne peut pas aller contre ce qu'elle a écrit.
Elle révèle que voir de jolies filles éveille une pulsion incontrôlable en elle et qu'elle a fait des choses terribles et irréversibles. Seika se met à pleurer, lui demandant pourquoi elle a écrit une chose si horrible. Alors Raya lui dit que les jolies filles de leur ancien monde leur ont volé leur homme et l'ont rendu la risée de tous. Elle révèle que depuis son arrivée dans ce monde, elle a changé de groupe et éliminé de jolies filles. Mais elle pense que tout se terminera ce soir car elle rejoindra leur groupe après avoir tué Seika. Elle s'apprête à l'achever mais Ritsu lui tire son épée des mains. Elle essaie de la reprendre mais Oka l'arrête, lui disant qu'elle est dans une impasse. Mais Seika se met soudain à briller, il se demande ce qui se passe et la regarde se transformer en ange. Elle s'approche de Raya qui la menace de mort si elle s'approche, mais elle sait que Raya ne veut pas ça et admet que ses notes spéciales la forcent à tuer les jolies filles. Oka a pitié d'elle, sachant qu'on ne peut pas changer les notes spéciales. Seika propose de l'aider à résoudre son problème. Raya lui dit de reculer mais elle utilise son sort de guérison pour faire repousser le bras perdu de Raya. Oka pense que c'est un miracle car il ne peut pas régénérer les membres perdus malgré son statut de dieu absolu. Elle révèle avoir écrit un vœu dans ses notes spéciales pour pouvoir se transformer en ange, guérir ses amis et les aider à retrouver ce qu'ils ont perdu. Elle note que dans le monde précédent, elle avait une énorme blessure au visage et avait perdu un œil. Elle sait donc ce que c'est de perdre ce qu'on devrait avoir. Elle dit à Raya qu'elle ne peut pas guérir la blessure en elle. Mais Raya lui crie d'arrêter de faire comme si elles étaient amies et mentionne qu'elle ne peut pas la tuer puisqu'elle est laide. Raya s'enfuit, Ritsu la suit et Seika s'effondre en redevenant normale. Oka la rattrape, pensant qu'elle a dû avoir peur et lui dit qu'elle a fait un excellent travail. On voit Raya chevaucher un arbre, elle s'apprête à s'arracher les yeux, mais Oka l'arrête soudain, révélant qu'il a pu la trouver grâce à Ritsu. Elle pense que c'est le seul moyen de s'empêcher de tuer les jolies filles, mais Oka ne veut pas qu'elle se blesse et lui propose un marché. Il révèle qu'il peut lui retirer la vue sans la blesser. Elle ne le croit pas, alors il lui montre sa magie noire de haut niveau, expliquant qu'elle peut sceller l'un des 5 sens. Il peut donc l'utiliser pour l'aveugler. Il révèle que la magie de lumière peut l'annuler, mais lui dit qu'elle doit vivre plus fort en échange. Elle lui demande pourquoi il va si loin, juste pour protéger Seika. Il révèle qu'il a aussi gâché ses notes spéciales et qu'il voulait quitter le groupe au début car il ne fait pas confiance aux gens. Mais elle l'a touché par sa gentillesse et il voulait la remercier, alors il a décidé de rester dans le groupe pour la protéger. Raya révèle qu'elle est jalouse d'elle car elle a un groupe rempli de gens formidables, alors il demande à Raya si elle veut les rejoindre. Mais elle explique qu'elle ne peut pas car elle a déjà causé des dégâts. Elle pense qu'elle doit être seule et lui dit d'utiliser sa magie pour l'aveugler. Après ça, Seika se réveille, Oka lui raconte tout ce qui s'est passé, mais elle n'arrive pas à croire qu'elle a un pouvoir spécial. Elle veut l'utiliser pour aider les gens, mais il lui conseille de garder ça secret, car des criminels pourraient essayer de le lui voler. Il explique qu'il lui donne ce conseil parce qu'elle n'a que 17 ans, et ajoute qu'elle est aussi belle, donc une cible pour les criminels. Elle se demande ce qu'il veut qu'elle fasse. Il explique qu'il ne lui dit pas de douter de tout, mais de connaître les gens avec qui elle traite, afin de savoir s'ils ont de mauvaises intentions. Elle promet d'être plus prudente, il lui dit de l'appeler si elle a des problèmes pour qu'il puisse se précipiter à ses côtés. Elle le remercie de s'être occupé d'elle et lui offre une poignée de main, mais il sait qu'il subira des dégâts s'il la touche. Il décide de le faire quand même et endure la douleur en essayant de ne pas lui écraser la main. Le lendemain, Oka dit à Seiji que Raya est partie la nuit précédente et révèle qu'elle a laissé un message sur un arbre, les remerciant d'avoir guéri ses blessures. Seiji mentionne qu'il voulait lui dire au revoir, mais Oka lui dit que c'est bon car elle était heureuse en partant et il révèle qu'elle a dit quelque chose sur le fait de trouver sa propre voie. Après cela, il se dirige vers Valeria. Seika est excitée de voir à quoi ça ressemble, mais Oka se souvient de sa conversation avec Ritsu. Il lui raconte ce qui est arrivé à Raya. Elle n'arrive pas à croire que Seika puisse se transformer en ange, mais il se demande pourquoi elle ne le savait pas puisqu'elle peut lire les notes spéciales de tout le monde. Elle explique que les notes de Seika ne mentionnaient rien sur sa transformation et révèle que le cas de Seiji est différent car il a écrit un processus de transformation détaillé. Oka veut savoir ce qui est écrit dans ses notes spéciales, lui disant qu'il veut connaître sa faiblesse. Elle accepte de tout écrire sur un morceau de papier, mais il se demande pourquoi elle agit bizarrement. Il lui dit qu'elle pourra le faire après que Seiji ait fixé son objectif pour le voyage. Il révèle qu'il veut recueillir des informations en ville pour savoir ce qu'ils doivent nous faire. Mais Oka note qu'il veut que Seiji soit roi et explique que Shiro lui a raconté comment son ami a pris le trône. Il pense donc que les aventuriers réincarnés peuvent régner sur le pays.
Il explique que Seika et Seiji sont tous deux innocents. Mais Seiji maintient son innocence malgré la noirceur du monde. Oka pense que Seika pourrait vivre une vie meilleure s'il devenait le souverain du pays. Ritsu pense qu'Oka devrait être le roi, mais il explique qu'il n'est pas fait pour ça car il n'est pas un joueur d'équipe comme Seiji, révélant qu'il préfère travailler seul. Il pense que Seiji ferait un meilleur roi. Ritsu lui demande de prendre soin de son frère. Il lui dit qu'ils devraient travailler ensemble. De retour au présent, Oka pense à aider Seika et Seiji à monter de niveau. Seiji mentionne qu'ils ont presque atteint Valyria, mais ils voient un groupe de monstres bloquer leur chemin. Tout le monde charge, mais il note qu'il doit lasser ses chaussures, alors il dit à ses amis qu'il les rejoindra. Oka réalise qu'il ment, car il n'a pas de lacet. Mais Seika le croit et fonce. Les monstres se préparent à la combattre, mais Oka la protège avec son mur de vent et lui dit de ne pas s'enfuir. Il voit que Seiji essaie de se transformer, mais il réalise soudain que ses vêtements seront ruinés s'il devient Aldin. Alors il les enlève et les plie avant de réessayer. Oka réalise que sa transformation prendra du temps. Il mène les autres à une tour où il les renforce avec ses bénédictions, leur permettant de vaincre les gobelins qui approchent. Il voit des monstres monter les escaliers, il ne veut pas les anéantir car il veut que ses amis montent de niveau. Alors il invoque ses golems de boue pour les combattre. Seiji réussit enfin à se transformer et se précipite vers ses amis, leur demandant s'ils vont bien. Seika lui demande qui il est. Il révèle qu'il est un héros errant nommé Aldin et lui dit de tout lui laisser. Il envoie les monstres voler. Tout le monde est impressionné par ses pouvoirs, mais un golem géant apparaît soudain. Il essaie de le couper avec sa main, mais ça ne marche pas. Il accuse le golem d'avoir scellé sa main. Mais il mentionne qu'il n'abandonnera pas car il a juré de ne jamais trahir ses amis et il élimine les monstres avec son épée. Après ça, Seika parle d'Aldin à Seiji, elle le trouve incroyable et veut le remercier de les avoir sauvés. Seiji fait l'idiot mais note que ses sentiments atteindront sûrement Aldin et il crie le nom d'Aldin, le qualifiant de héros. Oka réalise qu'il est enfantin, alors il se demande s'il devrait vraiment l'aider à devenir roi. Ils arrivent dans la ville de Valyria. Oka note que c'est comme une province, mais il est surpris de voir un château avec un centre d'emploi à côté. Il confie leur bête de somme à un homme qui demande à Seiji de remplir un formulaire, mais il pense qu'Oka est aussi un animal, et il précise qu'il ne peut pas le garder ici. Seiji explique qu'il fait partie de leur groupe, et l'homme est surpris d'entendre cela. Mais Seika fait remarquer qu'un des animaux lui ressemble étrangement. Il trouve que c'est également laid, mais elle le trouve mignon, et elle joue avec les animaux, tandis qu'il réalise qu'elle trouve absolument tout attrayant. Il visite la ville, et Oka remarque que le monde semble incroyable, mais c'est en fait un endroit difficile où vivre, car les monstres ne rapportent pas d'argent, et tout le monde doit acheter de la nourriture pour survivre. Il réalise donc que son groupe doit trouver une source de revenus, et il pense qu'il doit aider Seiji et Seika à gagner de l'argent sans révéler ses pouvoirs. Ce soir-là, Seiji révèle qu'il s'est renseigné en ville et il a compris qu'ils devaient absolument trouver un emploi pour gagner leur vie. Seiji fait remarquer qu'ils doivent gagner au moins 200 000 yens par mois et Oka n'arrive pas à croire qu'ils doivent chercher du travail, disant à Seiji qu'il y a encore des emplois très bien rémunérés. Oka révèle qu'il est allé au centre pour l'emploi et a vu des postes qui paient des millions de yens par mois, mais il les trouve suspects car ils semblent trop beaux pour être vrais. Seiji remarque que les emplois louches ne demandent aucune expérience pour un salaire énorme et il demande à Oka s'il veut aller au casino, alors il se demande si Seiji veut parier. Mais il explique qu'il compte juste recueillir des informations car il s'est renseigné en ville, il sait que les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent avec des emplois ordinaires. Mais il pense pouvoir trouver des gens riches au casino et il veut savoir comment ils gagnent leur argent, disant à Oka qu'il compte trouver la meilleure voie pour leur groupe. Il décide d'aller au casino où Seika joue à la roulette, mais elle dit qu'elle commence à avoir le vertige. Une fille demande à Oka s'il veut boire quelque chose, mais elle est dégoûtée par son apparence et elle s'en va immédiatement. Alors il réalise qu'il lui sera difficile de recueillir des informations. Il voit que Seiji a commencé à se renseigner, tandis que Ritsu utilise sa compétence pour lire les fenêtres des autres, et elle voit quelque chose qui attire son attention. Seika gagne la partie, et Oka lui dit qu'il est content pour elle, mais elle mise tout et finit par tout perdre. Après cela, il lui demande combien d'argent elle a perdu, mais elle lui dit qu'elle n'est pas sûre. Alors il lui rappelle qu'elle a commencé avec 5 millions de yens. Elle vérifie ses poches et lui dit qu'elle a encore 3 millions, alors il réalise qu'elle a perdu énormément d'argent. Un homme nommé Kajita l'approche soudainement et révèle qu'il est le directeur du casino. Il pense qu'elle doit être riche et elle lui dit que c'est vrai, alors il réalise qu'il avait raison à son sujet, révélant qu'il l'observait depuis un certain temps.
Il l'invite à parler en privé, mais Oka le trouve suspect, alors il lui demande s'il peut se joindre à eux. Kajita pense qu'il doit être son garde du corps, alors il lui permet de les accompagner et nous les voyons dans la chambre de Kajita où il mentionne qu'il a été impressionné par la façon dont Seika a joué. Il remarque qu'elle doit être riche puisqu'elle a misé tout sans hésitation et elle est flattée d'entendre cela. Mais Oka pense que ce n'est pas un compliment. Kajita lui dit qu'il a quelque chose de spécial pour elle et il lui montre un pass pour une scène supplémentaire, lui disant qu'elle peut l'utiliser pour accéder à des jeux que leurs autres clients ne peuvent pas jouer. Il mentionne que les gens paient généralement 2 millions de yens pour cela, mais il lui dit qu'elle peut l'avoir gratuitement si elle l'accepte et elle se demande pourquoi elle a été choisie. Alors il explique que c'est parce qu'il peut sentir sa passion pour le jeu, mais Oka sait qu'elle est manipulée et il lui dit de discuter de tout avec Seiji avant d'accepter la carte. Elle décide de suivre son conseil et Kajita lui dit de lui présenter ses amis, pensant qu'ils doivent aussi être riches, mais elle mentionne qu'elle est plus riche qu'eux. Il lui dit de ne pas parler de son offre aux autres clients et il note qu'il a hâte d'avoir de ses nouvelles, alors elle pense que c'est une personne gentille. Seika part chercher Seiji pendant que Oka interroge Ritsu sur Kajita, alors elle révèle qu'il est une mauvaise nouvelle car elle a lu ses notes spéciales et il y est mentionné qu'il veut tout prendre aux personnes riches. Ce soir-là, Seiji dit à Seika qu'il trouve Kajita suspect et Oka mentionne que c'est un beau parleur très doué pour faire croire aux gens qu'ils sont spéciaux. Il pense que Kajita est dangereux et Seika se demande comment il sait cela, mais il ne veut pas lui parler de la compétence de Ritsu, alors il plaisante juste en disant qu'il est détective. Seiji leur montre les offres d'emploi suspectes et remarque qu'elles sont toutes liées au casino, révélant qu'il a interrogé les personnes qui ont postulé à ces emplois. Il mentionne que la personne de contact était différente pour chaque annonce, mais toutes les missions se déroulaient au casino, et il révèle que les personnes qu'il a interrogées n'ont pas été retenues, disant qu'il n'a trouvé personne qui ait été embauché. Mais il remarque qu'il a trouvé un homme nommé Kai qui a révélé que son ami avait été embauché au casino et sa tâche était de trouver des joueurs. Mais Seiji révèle que l'homme a maintenant disparu et Kai a essayé de le chercher, mais il a réalisé que la maison de son ami était un terrain vague et tout le monde agissait comme s'il n'avait jamais existé. Oka pense que les personnes qui travaillaient pour le casino ont été effacées et Ritsu révèle qu'elle a trouvé quelque chose à l'entrée du casino, mais tout le monde réalise que c'est un doigt humain. Elle révèle qu'il a été laissé tomber par un homme qui portait un sac et Seiji réalise que le casino fait quelque chose de douteux, alors il pense qu'il devrait enquêter. Seika se porte volontaire pour infiltrer, disant à tout le monde que le directeur l'a recrutée et elle fait remarquer qu'elle est la personne la plus riche du groupe. Ses amis lui disent donc que c'est dangereux, mais elle mentionne qu'elle est en colère parce que Kajita a trompé et blessé des gens. Oka espère que Seiji l'arrêtera, mais il soutient sa décision car il pense qu'ils sont les seuls à pouvoir résoudre l'affaire. Après cela, Oka interroge Ritsu sur les compétences de Kajita, alors elle révèle qu'elle ne sait pas, mais il semble avoir la capacité de voir à travers les mensonges. Elle révèle que sa fenêtre était déformée et remarque qu'elle n'a jamais rien vu de tel, disant à Oka de se méfier des mensonges, alors il décide d'éviter de bluffer quand il est avec Kajita. Il la remercie pour l'information et il se souvient comment Reia était contrôlée par ses notes spéciales, mais il pense que Kajita ne lui ressemble en rien. Ritsu mentionne qu'ils doivent lui faire payer puisqu'il utilise le casino pour détruire les gens riches et Oka décide de travailler avec elle car il sait que Kajita est maléfique. Elle révèle qu'elle a prié pour leur groupe car elle veut qu'ils continuent à travailler ensemble et elle note que si le vrai mal apparaît devant elle, elle utilisera ses pouvoirs pour les envoyer en enfer. Il décide en fait d'infiltrer le casino et Seika, déguisée en célébrité, se souvient qu'Oka lui a dit d'éviter de mentir car Kajita pourrait retourner la situation contre elle. Il lui a aussi appris à parler aux méchants afin qu'elle ne partage pas d'informations personnelles et il pense qu'ils ont fait suffisamment de préparatifs pour leur rencontre avec Kajita. Il la salue soudainement et lui dit qu'elle est magnifique, lui demandant si elle a décidé d'accepter son offre. Alors elle mentionne qu'elle deviendra membre s'il peut lui offrir un jeu digne d'elle et il est heureux d'entendre cela, lui disant de le suivre dans le casino. Elle semble nerveuse, mais Oka lui dit que tout ira bien car il restera à ses côtés. Kajita les conduit à travers un couloir et dit à Seika de montrer sa carte à l'entrée afin qu'elle puisse entrer dans la scène supplémentaire. Oka sait que la compétence de Kajita s'active quand quelqu'un lui ment, alors ils pensent qu'ils doivent de lui donner le moins d'informations possible. Il lui dit de profiter de la scène supplémentaire tandis qu'il lui montre une magnifique pièce et Oka réalise qu'il y a plus de personnel que de clients. Kajita la présente à un homme nommé Keido qui lui fera visiter l'endroit mais il rate son introduction car il est extrêmement nerveux alors Oka pense qu'il doit être nouveau.
Kajita commence soudainement à lui parler et lui demande s'il veut aussi jouer, mais il pense que Kajita veut juste recueillir des informations de sa part. Alors il mentionne qu'il n'a pas d'argent. Il utilise son ultravision pour regarder autour de lui et voit l'assistant de Kajita prendre des notes sur Seika. Alors il réalise que Kajita veut en savoir plus sur elle. Il demande à Oka s'il a dépassé le niveau 70 et il sait qu'il ne peut pas mentir, alors il répond à la question de manière vague, mais Kajita se demande si ses attributs sont élevés. Alors il mentionne qu'il a dépensé ses points sans y penser et a laissé beaucoup de zéros, ce qui est en fait la vérité car il y a beaucoup de zéros sur son statut. L'assistant de Kajita note tout ce qu'il dit, mais Oka comprend qu'il compte utiliser la magie pour l'écraser, réalisant ainsi qu'ils veulent le faire tomber. L'assistant de Kajita lui dit qu'on a besoin de lui ailleurs, alors il dit à Seika de bien s'amuser, promettant de lui montrer le combat de monstres à son retour. Kato mentionne qu'il servira d'escorte et il lui parle des jeux qu'ils ont dans cette arène, mais Oka remarque un autre homme qui lui rappelle son patron quand il était un esclave d'entreprise. Il voit Kajita portant un morceau de papier qui mentionne qu'il a un plan de libération et Oka se demande bien de quoi il s'agit. Kato peine à répondre aux questions de Seika et il est sous une forte pression, alors Oka réalise que tout se passe bien car leur objectif est de rester là sans trop dépenser. Il prétend avoir mal au ventre et mentionne qu'il doit aller aux toilettes, alors Keiho s'apprête à lui montrer le chemin, mais Seika lui dit de rester et de répondre à ses questions. Oka part enquêter sur Kajita et il endort un garde avant d'utiliser sa compétence de transformation pour se changer en chauve-souris. Il voit Kajita entrer dans une pièce, alors il commence à le suivre tandis qu'il utilise sa magie dimensionnelle pour observer Seika, révélant qu'il peut l'atteindre au cas où quelque chose arriverait. Kajita commence à parler à ses parents et nous apprenons qu'ils ont eu des difficultés financières, mais ils lui ont enseigné à vivre une vie heureuse et honnête. Il les a toujours admirés, mais un jour, ils ont résisté à une demande d'expulsion, alors l'agent immobilier et le promoteur ont décidé de les éliminer purement et simplement. C'est alors qu'il a commencé à haïr les gens riches et après plusieurs années, il a pu se venger mais il a pensé à mettre fin à sa propre vie puisqu'il avait accompli son objectif. Il a soudainement reçu l'invitation à commencer une nouvelle existence et il a décidé de la saisir, mais il a réalisé que le monde n'est toujours pas équitable car les riches font souffrir les pauvres. Il pense que l'argent a corrompu les âmes des riches, ils doivent donc être purifiés grâce à son plan de libération qui les punira pour leurs péchés et Oka réalise qu'il a entièrement dédié sa vie à la vengeance. Kato apparaît soudainement et il mentionne que Seika veut partir parce qu'elle trouve l'endroit ennuyeux. Kajita lui rappelle leur tactique, lui disant qu'ils doivent la rendre accro au jeu, et il demande au compagnon de Kato s'il comprend bien leur plan, ce à quoi il répond par l'affirmative. Mais Kajita sait pertinemment qu'il ment, alors il le tue avec sa magie et ordonne à un homme de se débarrasser du corps. Il dit à Kato de ne pas lui mentir et lui demande s'il comprend bien le plan, alors il note qu'ils doivent absolument laisser Seika gagner aujourd'hui afin qu'elle soit attirée par les jeux. Kajita est ravi qu'il comprenne le plan et lui dit de continuer sur cette bonne voie, mais Oka réalise que Kato est un véritable esclave d'entreprise. Oka retourne auprès de Seika qui révèle qu'elle vient de gagner 6 parties d'affilée, elle possède donc maintenant 200 millions de yens. Kato lui dit qu'elle n'a pas toujours besoin de tout miser, mais elle note que c'est sa politique personnelle. Et Oka sait qu'elle pourrait perdre tout son argent en un instant, mais le plan est de la laisser gagner. Alors il lui dit de continuer, mais Kato s'éloigne soudainement et Oka sait pertinemment qu'il fera son rapport à Kajita. Il touche un jeton et réalise que ses gains nuls ne fonctionnent pas sur celui-ci, pensant que cela doit être parce que ce n'est pas de l'argent. Mais Kajita arrive soudainement et il pense qu'il avait raison à propos de Seika, car elle apparaît comme une excellente joueuse. Il l'invite à jouer à un jeu qui lui convient bien mieux, lui disant que le taux sera plus élevé et que cela se jouera au Colisée. Il les emmène à l'arène souterraine et tout le monde entend un rugissement alors qu'il note que le jeu en question est un combat de monstres. Il leur montre les monstres et explique qu'ils se battront jusqu'à la mort. Il est donc certain que cela fera monter l'adrénaline de tout le monde. L'un d'eux mord la cage, alors Seika en a peur, mais il lui dit de se détendre et il utilise sa magie pour le calmer. Oka se demande bien d'où il a obtenu ces monstres, car ils semblent être uniques, alors Kajita révèle qu'ils ont été fabriqués directement dans le casino et il demande à Seika si elle souhaite jouer à ce jeu, mais Oka mentionne qu'il devrait laisser Seiji voir les monstres et Seika explique qu'ils doivent rentrer chez eux afin qu'elle puisse raconter le jeu à Seiji. Kajita ordonne à Kato de les raccompagner et alors qu'il monte dans tout le monde dans l'ascenseur, Seika réalise qu'il a une ecchymose sur le visage. Il explique qu'il l'a eu en commettant une gaffe et lui dit qu'il va bien, mais Oka sait pertinemment que Kajita l'a caché. Elle utilise sa magie pour le soigner, mais il se demande pourquoi elle vient de faire cela. Alors elle lui dit que c'est parce qu'elle est une grande et puissante mage, il est touché par ses actions, alors il lui dit de courir et de ne jamais revenir au casino, tout en lui expliquant la situation dans les moindres détails.
Elle réalise que Kajita est à ses trousses et Kato révèle qu'il déteste son travail, mais il a peur d'être tué, alors il suit toujours les ordres de Kajita. Oka lui dit de fuir car sa vie est en grand danger maintenant qu'il a vendu la mèche, mais il explique qu'il ne peut pas puisque Kajita sait déjà absolument tout de lui. Il espère qu'un héros viendra les sauver et Seiji apparaît soudainement sous les traits d'Aldin, mais Seika se demande pourquoi Ritsu est avec lui. Alors elle explique qu'elle a infiltré le casino seule, mais il est soudainement apparu et il mentionne qu'il va s'occuper personnellement du directeur du casino. Ils entendent les gardes approcher, alors Seiji dit aux filles de s'échapper par les escaliers et il retire ses ailes en entrant dans l'ascenseur avec Oka et Kato. Kato parle à Seiji du pouvoir de Kajita, révélant qu'il punit les menteurs en drainant leur force vitale, et il sait si une personne ment car sa cible brillera d'un rouge éclatant dans ses yeux. Les gardes les voient alors qu'ils sortent de l'ascenseur, et ils demandent à Kato ce qui se passe, mais il dit à tout le monde d'évacuer car les monstres souterrains sont sur le point de devenir totalement incontrôlables. Alors les gens quittent le casino, tandis que Kato guide Seiji et Oka vers l'arène souterraine, où Kajita est en train de mettre en œuvre son plan de libération. Mais un homme utilise soudainement l'ascenseur et Kato note que c'est le seul et unique moyen d'atteindre l'arène. Ils doivent donc attendre qu'il revienne. Seika apparaît soudainement sous sa forme angélique et Seiji ne la reconnaît pas, alors elle se présente comme la demoiselle du soleil, Corona. Elle explique qu'elle est là pour aider parce qu'une fille lui a demandé de sauver ses amis et elle révèle qu'elle possède le pouvoir de guérison. Seiji l'accueille dans le groupe et Oka réalise qu'ils sont tous les deux de drôles de spécimens, mais un démon apparaît également, alors Seiji lui demande qui elle est. Seiji note qu'il l'a rencontrée plus tôt et Oka réalise que c'est Ritsu, mais elle l'empêche de révéler son identité car elle ne veut pas que les autres le découvrent. Elle révèle qu'elle a utilisé sa compétence pour fabriquer son arme, ce que Seiji et Seika trouvent vraiment cool, alors elle utilise son pouvoir pour leur créer des armes. Seiji lui demande son nom, mais elle mentionne qu'elle n'en a pas, alors il décide de l'appeler la fille démon. L'ascenseur revient, alors il dit à Kato d'évacuer pendant qu'il s'occupe de toute la situation, mais il ne veut absolument pas partir. Oka explique qu'ils ont besoin de lui pour agir en tant que témoin car des fonctionnaires du gouvernement sont impliqués dans cette affaire, donc Kato doit absolument recueillir des preuves à leur sujet. Il dit aux autres d'être prudents alors qu'ils montent dans l'ascenseur et Oka active ses buffs en disant à ses amis qu'il s'occupera personnellement de Kajita car il veut le punir pour ses actions. Nous voyons l'homme qui a pris l'ascenseur faire son rapport à Kajita, mais ce dernier n'est pas du tout content de ce qui se passe, alors il utilise ses pouvoirs pour tuer l'homme et se prépare à affronter Oka et les autres. Oka n'arrive pas à croire que Kajita ait tué son propre homme et il note que les armes ne sont pas autorisées dans le casino, leur demandant s'ils veulent combattre ces monstres. Il révèle que l'homme qu'il a tué possédait le pouvoir de guérison, et nous voyons qu'il peut maintenant l'utiliser, alors Ritsu réalise qu'il peut voler les pouvoirs des personnes qu'il tue. Seiji et les filles se préparent à l'affronter, mais Kajita éteint soudainement toutes les lumières, alors ils se demandent ce qui est en train de se passer. Une voix les accueille dans l'arène, tandis qu'Oka réalise que Kajita a disparu. Alors il commence à le chercher tout en sauvant un client. Une chimère sort de sa cage et elle leur crache du feu, mais Ritsu éteint la flamme et tout le monde est impressionné par ses compétences. Elle s'envole dans le ciel et elle vérifie ses statistiques, révélant que c'est un monstre de niveau A avec des attributs sombres, alors elle suggère de l'attaquer avec l'élément lumière. Seiji esquive les flammes de la chimère et il parvient à dévier une boule de feu, mais il réalise qu'elle a frappé l'endroit précis où Seika se tient, alors il devient très inquiet. Mais il réalise que Ritsu a pu la sauver et elle lui dit de continuer à bouger sans cesse pour que la chimère ne puisse pas le toucher. Il continue d'esquiver ses attaques et elle essaie de l'écraser, mais il la détruit avec un puissant pilier de lumière et Oka est impressionné qu'il ait pu gagner malgré l'énorme différence de niveau. Mais elle le percute avant de disparaître complètement, alors Seika le soigne et Oka réalise que son moment a été complètement gâché. Ritsu sait que Seiji a monté de niveau et elle lui dit d'augmenter sa défense, alors il réalise qu'elle peut voir toutes ses statistiques. L'annonceur le félicite d'avoir vaincu la chimère, mais note qu'il y a d'autres monstres dans l'arène et 2 autres chimères sortent de leur cage, tandis que Ritsu révèle qu'elles sont toutes les deux de niveau 200. Seiji ordonne à Oka d'aller après Kajita, mais il utilise son sort de debuff pour ralentir les monstres avant de partir, afin que ses amis puissent les vaincre plus facilement. Nous voyons Kajita rire en regardant le combat, et il mentionne qu'il veut libérer Seiji et ses amis, mais Oka apparaît soudainement derrière lui. Alors il essaie de l'éliminer, mais Oka bloque facilement ses attaques, et Kajita lui demande ce qu'il fait là, en coulisses. Il explique qu'il veut juste lui parler, mais il voit qu'il y a des œufs absolument partout, alors il réalise que c'est l'endroit où Kajita élève ses monstres.
Il essaie de poignarder Oka par derrière, mais il bloque facilement les attaques et dit à Kajita qu'il sait tout ce qui s'est passé dans le casino, lui demandant s'il déteste les riches. Alors il explique qu'il ne les aime pas du tout, car ils font toujours souffrir les pauvres, pensant qu'ils sont mauvais parce que l'argent les a corrompus. Il note que son âme est pure puisqu'il a personnellement connu la pauvreté et il pense qu'il doit purifier les riches car ils sont tombés dans la plus grande dépravation. Oka lui dit de se rendre, mais il pense qu'Oka n'a absolument aucune chance contre lui puisqu'il est déjà au niveau 521. Il pense qu'il est si puissant que même une armée entière ne peut le vaincre, mais Oka lui dit qu'il est exactement comme les gens riches qu'il déteste car il fait souffrir des innocents. Il est en colère en entendant cela, se rappelant comment les gens riches ont tué ses parents, mais Oka le frappe soudainement et lui dit qu'il est un combattant épique. Nous revenons à Seiji et ses amis et nous voyons qu'ils sont sur le point de combattre le dernier monstre, mais Ritsu note que ses statistiques sont absolument folles. Seika soigne Seiji qui est déterminé à faire tout ce qu'il faut pour vaincre ce monstre afin qu'il puisse retrouver Oka. Oka dit à Kajita de se rendre une fois de plus, mais il refuse d'abandonner et invoque son monstre le plus puissant, révélant que son niveau et ses statistiques sont à 9999, alors il pense que sa puissance est égale à celle d'un dieu. Il note qu'il ne sait pas comment Oka a dépensé ses points, mais pense qu'il les a tous gaspillés en compétences de combat, donc sa magie doit être absolument nulle. Kajita mentionne que son monstre peut utiliser le sort le plus puissant du monde et il lance le tonnerre des dieux, qui couvre Oka d'éclairs, alors Kajita pense qu'il est définitivement fini, mais il utilise soudainement un sort appelé Blizzard de la Croix du Nord, qui gèle toute la pièce et empale le monstre avec de la glace. Il s'élance en avant et le tranche en deux, et Kajita se demande ce qui vient de se passer, alors Oka explique que le tonnerre des dieux n'est que le deuxième sort le plus puissant, et que le sort de Blizzard qu'il a utilisé est en fait le plus puissant du monde. Kajita se demande comment il peut bien utiliser la magie car il est censé être un combattant épique, alors il explique que ce n'est qu'un simple titre que Seiji lui a donné, révélant qu'il est en réalité le dieu tout-puissant. Kajita sait qu'il ne ment pas mais refuse de croire ce qu'il est en train de dire, alors il se précipite sur lui, mais il est soudainement poignardé par derrière et il reconnaît l'arme comme étant la lance ordonnant. Une fille nommée Karina sort soudainement d'un portail et lui dit qu'il n'aurait pas dû voler et tuer l'un de leurs membres qui avait le pouvoir de synthétiser des bêtes magiques. Il note qu'il a tout fait pour elle parce qu'elle lui avait dit vouloir voir un autre dieu, mais elle n'a absolument aucune idée de ce qu'il est en train de dire. Alors il se demande si elle lui ment, l'appelant la déesse tout-puissante, et Oka est surpris d'entendre cela, réalisant qu'elle est exactement comme lui. Elle pense que Kajita est déjà mort, mais elle ne s'en soucie guère et elle demande à Oka s'il veut bien parler parce qu'elle sait qu'il est aussi un dieu tout-puissant. Il lui dit de rester à l'écart, alors elle lui demande s'il est timide, mais nous apprenons qu'il est prudent car il pourrait mourir si elle le touche. Il lui demande pourquoi elle a tué Kajita car ils sont censés être du même côté et elle explique qu'ils appartiennent tous les deux au groupe appelé la Lance Ordonnant, mais elle note qu'il n'est qu'un autre type qui l'adorait. Elle révèle que l'arme qu'elle a utilisée pour le tuer n'est qu'un simple symbole et note que leur groupe est une alliance de personnes réincarnées qui ne peuvent pas vivre comme de simples citoyens ordinaires. Elle mentionne que la plupart de leurs membres sont des criminels et des marginaux qui pourraient causer un chaos total s'ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, alors ils ont décidé de créer un groupe pour maintenir l'ordre dans le monde. Oka lui demande si c'est elle qui a créé le groupe, mais elle lui dit qu'elle travaille juste avec eux pour se débarrasser des membres gênants comme Kajita. Elle invite Oka à les rejoindre parce qu'elle pense que son apparence fait aussi de lui un marginal, lui disant qu'il a dû régler son apparence au plus bas niveau possible pour maximiser ses statistiques. Alors il réalise qu'elle sait comment fonctionnent les attributs et elle se demande ce qu'il a d'autre sacrifié pour devenir le dieu tout-puissant, pensant que ce doit être son désir d'être avec des femmes. Elle note qu'il est exactement comme un samouraï qui est prêt à se donner la mort et elle lui dit qu'elle est seule parce que personne n'est à sa hauteur. Mais elle pense qu'il est la seule exception car il a également fait des sacrifices pour devenir le dieu tout-puissant et elle veut qu'il soit son ami puisqu'il pourrait bien être le seul à pouvoir la comprendre. Il lui dit qu'ils peuvent être amis mais note qu'il ne rejoindra pas la Lance Ordonnant car son objectif est de guider ses amis dans ce monde et il l'invite à le rejoindre. Mais elle réalise qu'ils ne s'entendront pas du tout et elle lui dit qu'elle deviendra un obstacle pour lui, alors il se demande ce qu'il a bien pu faire pour la contrarier. Kajita se relève soudainement et il sait qu'elle lui a menti parce qu'elle lui a dit un jour vouloir rencontrer un dieu. Elle admet qu'il a raison, révélant qu'elle veut voir un dieu qui la guiderait chaque fois qu'elle est en difficulté et il se prépare à lui voler ses pouvoirs. Mais elle utilise son portail pour lui couper le bras et son masque est arraché, alors elle devient embarrassée parce que Oka peut maintenant voir son visage. Mais elle lui dit qu'elle doit rentrer chez elle, alors elle lui fait ses adieux et s'en va par son portail.
Après une semaine, ils célèbrent tous et nous voyons qu'ils ont maintenant une véritable montagne d'argent qu'ils ont reçue du gouvernement pour avoir arrêté Ogeta. Nous apprenons que Seiji ne voulait pas l'accepter quand les fonctionnaires la leur ont donné car il n'avait agi que pour la justice, mais Oka lui a dit que le gouvernement aurait de sérieux problèmes s'il refusait cette récompense. Aldin et ses amis étaient censés en recevoir une énorme portion, mais ils ne sont pas apparus, alors le groupe de Seiji a reçu la moitié à la place parce qu'ils étaient impliqués dans l'incident. Seiji note que la fin de Kajita est ironique parce qu'il a été écrasé par le château qu'il a lui-même construit, et nous apprenons qu'Oka a fait croire qu'il était mort lorsque le casino s'est effondré, mais il n'a jamais parlé de Karina à personne. Seika dit à Oka qu'ils sont maintenant très riches et nous apprenons qu'ils ont des millions de yens, mais Seiji note que l'argent peut disparaître en un instant s'ils ne savent pas comment l'utiliser. Elle rappelle à Seiji qu'il le lui a donné comme fonds de renforcement du groupe, alors elle prévoit de tout dépenser pour rendre absolument tout le monde plus fort, et Oka pense que c'est une excellente idée. Le lendemain, Oka parle à Seiji de la lance ordonnant et note qu'il pourrait devenir de sérieux obstacles pour lui s'il veut devenir un héros. Oka lui montre leur drapeau et explique qu'il était attaché à la lance qui servait de symbole, alors il pense qu'il devrait interroger les gens à ce sujet. Kato les rejoint soudainement et il appelle Seiji un héros, alors il explique qu'il est un Aldin, mais Oka sait que Kato connaît déjà la vérité puisque c'est absolument évident. Il révèle que le riche client qu'ils ont secouru cherche une escorte car il veut retourner en toute sécurité dans sa ville natale et nous apprenons qu'il est le président d'une entreprise qui crée des armes. Seiji accepte la tâche et Kato révèle que le nom du client est Sakurai. Alors Oka réalise que c'est son ancien patron de son monde précédent. Après cela, le groupe de Seiji rencontre Sakurai qui le remercie de lui avoir sauvé la vie, mais il remarque soudainement Seika et il s'agenouille devant elle alors qu'Oka se rappelle qu'il était tristement célèbre pour harceler les filles. Ils montent ensemble dans la calèche et Oka est content que Sakurai ne le reconnaisse pas, mais nous voyons Karina les observer attentivement alors qu'elle note qu'Oka ressemble à un véritable hypocrite. Ils arrivent un peu plus tard dans la ville natale de Sakurai où ils le rejoignent pour le dîner et Seika est émerveillée par la nourriture, mais Oka se rappelle que Sakurai ne mange pas beaucoup parce qu'il essaie de contrôler ses niveaux d'acide urique. Mais une fille nommée Matsu utilise son sort de récupération sur lui pendant qu'il mange, et Oka réalise que c'est ainsi qu'il réinitialise ses niveaux d'acide urique. Il révèle que Seiji lui a montré le drapeau de la lance ordonnant, et note qu'il ne le reconnaît pas, mais il pense qu'un de ses employés pourrait en savoir quelque chose. Le lendemain, un homme nommé Subaru les accueille à la compagnie d'armes Sakurai et il leur fait visiter les lieux tout en expliquant comment ils fabriquent leurs produits. Il leur montre comment leurs couteaux peuvent couper une tomate facilement et Seika lui dit qu'elle veut en voir davantage, alors il lui dit de regarder les démonstrations en direct lors du segment des ventes directes. Elle part avec Ritsu et Seiji demande à Subaru à propos du drapeau qu'ils ont trouvé pensant qu'il doit en savoir quelque chose puisqu'il fabrique des armes. Il révèle qu'il ne le reconnaît pas mais note qu'il a déjà géré une commande personnalisée où un groupe de personnes lui a commandé 1 millier de lances. Il mentionne qu'ils portèrent des capes avec un motif similaire mais ils ont soudainement disparu après qu'il leur ait donné leur commande et il a essayé de visiter leur maison mais il a réalisé qu'elle était complètement vide. Oka lui demande à propos de la lance ordonnant, alors il révèle qu'il n'en a jamais entendu parler, mais Ritsu les interrompt soudainement leur disant que quelque chose est arrivé à Seika. Mais il réalise bon qu'elle fait juste une démonstration en direct, et Subaru réalise qu'elle a un talent certain, alors il veut qu'elle les rejoigne. Ce soir-là, Seiji dit à Oka qu'il veut créer une entreprise pour l'avenir de leur groupe, et il note qu'il est difficile de bouger avec l'argent qu'ils ont, parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux institutions financières de ce monde. Ils mentionnent qu'ils doivent absolument découvrir la vraie nature de la lance ordonnant et pensent que créer une entreprise les aidera à atteindre leur objectif car ils pourront recruter des alliés à leur cause. Mais Oka mentionne qu'il est contre cette idée parce que c'est beaucoup trop risqué et il rappelle à Seiji ses notes spéciales. Oka lui dit qu'il ne peut pas trahir ses amis, donc si l'un d'eux se rebellait contre lui, il ne pourrait absolument rien faire pour leur nuire. Oka lui dit de devenir roi à la place et de s'entourer de confidents dignes de confiance qui gouverneront le peuple pour lui pendant qu'il supervisera tout depuis les hauteurs. Oka croit que c'est le meilleur moyen de régner sans ses notes spéciales. Il pense qu'Oka veut qu'il gère l'entreprise ainsi, alors il engage un président. Il remercie Oka pour le conseil, mais réalise que Seiji l'a mal compris, se souvenant comment son commentaire d'un monde passé a affecté la société de Seiji. Il demande à Oka de devenir membre fondateur, voulant en faire un confident, mais Oka pense ne pas devoir être dans l'entreprise. Il révèle à Seiji ses notes spéciales, son revenu est nul, l'argent disparaît dès qu'il le touche. Mais Seiji pense que ça n'a pas d'importance car c'est une bonne personne. Il aurait pu utiliser ses notes pour effacer leur argent, les rendant aussi misérables que lui. Seiji supplie Oka de lui prêter sa force, il décide de travailler avec lui, lui demandant d'assurer le succès de leur entreprise.
Le lendemain, Seiji parle aux filles de leur projet d'entreprise, créer un système de soutien pour se marginaliser par leur note spéciale. Les filles le rejoignent. Seika lui demande le nom, mais il veut l'appeler les humains Burning Flare, ce que tout le monde trouve ridicule. Ensuite, ils quittent la ville de Sakurai pour Valeria, où ils fondent leur entreprise. Un mois plus tard, Seiji présente ses amis au président, Kai, leur disant que c'est lui qui lui a donné les infos sur le casino. Il révèle que Seiji l'a engagé comme employé de casino. Oka se demande comment il a survécu, Gajita détectant les mensonges. Kai révèle que sa compétence spéciale est de rester discret. Seiji mentionne que Kai gérera leur entreprise. Kato apparaît soudain, révélant qu'il travaillera aussi avec eux. Seiji note qu'il est le président de leur société Vice Bridge qui offrira une voie vers une vie juste, même pour ceux qui souffrent de leur note spéciale. Il explique que le nom signifie « pont vers la lumière ». Oka est content du nom, mais Seiji note une mission top secrète. Ils doivent recueillir des infos sur la lance ordonnance. Oka en a déjà parlé, mais pas de Karina, car elle était aussi une déesse absolue. Oka forme Seiji au travail, tandis que Seiji vérifie les documents des inscrits. Ritsu utilise sa capacité pour les enquêter, Seika et Oka interviewent les inscrits. L'un d'eux souffre, révélant qu'il ne peut accepter d'argent à cause de ses notes spéciales. Seika lui dit qu'il peut accepter des biens au lieu d'argent, il se demande pourquoi il n'y a jamais pensé, tandis qu'elle note qu'ils sont experts en gestion de notes spéciales. Il la remercie pour son conseil. Oka note qu'elle est devenue un membre fiable de l'entreprise, mais à l'arrivée de la prochaine inscrite, Oka devient nerveux en voyant une femme et il a le pressentiment que quelque chose de grave va arriver. Elle a peur de lui, il ressemble à un monstre. Seika explique que c'est la mascotte de l'entreprise, mais elle trouve étrange de garder une créature si laide. Elle sait qu'ils associent les gens à des emplois selon leurs compétences et se demande s'ils ont un poste pour elle. Seika lui dit de remplir la fiche d'inscription. Mais elle se demande si elle doit vraiment écrire ses notes spéciales. Seika explique que leur but est de les surmonter et parle à la femme de Reiya, qui vit maintenant une vie normale malgré ses notes spéciales. Nous voyons Seiji lire une liste de primes. Keido explique qu'il a recueilli les informations d'un bureau gouvernemental, pensant que cela les aiderait à trouver les membres de la lance ordonnance. Seiji note qu'ils sont tous des criminels recherchés et il examine leurs photos, notant qu'ils sont tous dangereux. Nous revenons à la femme qui écrit ses notes spéciales et donne la fiche d'inscription à Seika qui réalise que son nom est Lia. Elle demande à Seika si elle peut regarder sa main, alors elle l'ouvre pour Lia qui lui demande si elle a un secret. Seika pense qu'elle peut lire dans ses pensées, mais Lia révèle qu'elle a juste utilisé une astuce de 10 heures de bonne aventure, appelée lecture froide. Elle explique que ça marche en posant des questions qui s'appliquent à tout le monde et révèle qu'elle était une diseuse de bonne aventure populaire dans le monde précédent, alors Seika la trouve incroyable. Nous apprenons qu'elle était une travailleuse de nuit, son travail était de s'asseoir et de boire avec des hommes. Mais un vendeur d'une société de commerce lui a appris la bonne aventure et Oka réalise qu'elle parle de lui. Elle note que c'était un type étrange qui amenait de nouveaux employés de leur entreprise au bar et échangeait la position des nouveaux employés avec les travailleurs de nuit afin de leur apprendre à vendre. Il leur a aussi appris des astuces pour se connecter avec les gens, y compris la bonne aventure, et il lui a donné un livre sur le sujet, alors elle s'y est intéressée. Elle a lu le livre jusqu'à la fin et a vu une note sur la dernière page qui mentionne qu'il ne la laissera jamais tomber. Elle a continué à apprendre le sujet et est devenue connue comme la déesse de la bonne aventure, mais elle mentionne que c'est grâce à son professeur. Ce soir-là, Oka parle à Ritsu qui lui dit que la vérification des antécédents des candidats est presque terminée, mais il note qu'il ne s'attendait pas à être de nouveau un employé d'entreprise, et il lui demande si elle sait ce qui lui est arrivé dans le monde précédent. Elle sait qu'il a été faussement accusé, révélant qu'elle a enquêté sur son cas, donc elle sait que la fille qui l'a piégé avait l'habitude de mentir à ce sujet. Elle lui dit qu'elle croit en lui et il est content qu'elle connaisse la vérité, mais elle mentionne qu'ils doivent continuer la vérification des antécédents. Il note que la prochaine candidate est Léa et il utilise sa compétence de recherche pour la trouver, mais il se demande ce qu'elle fait dans un endroit si étrange. Elle s'approche d'une fille et lui demande si elle doit de l'argent à l'homme qui vit là. La fille révèle que son frère était malade et elle a dû emprunter 10 000 yens pour payer ses médicaments. Mais sa dette a atteint 1 million de yens et elle pleure car elle ne sait pas quoi faire, tandis que Lia mentionne que l'usurier la vendra si elle ne peut pas payer le montant qu'elle lui doit. L'usurier nommé Kaido apparaît et il reconnaît Lia, lui demandant si elle s'en prend encore à son client.
Oka se souvient qu'il était sur la liste des personnes recherchées et il voit le drapeau de la lance-ordonnance, alors il réalise que Kaido appartient au groupe. Il dit à la fille qu'aujourd'hui est sa date limite, mais elle le supplie de renoncer aux intérêts car elle ne peut lui payer que 10 000 yens. Mais il lui dit de ne pas le sous-estimer. Ritsu lit sa fenêtre, révélant qu'il valorise l'argent plus que les vies et qu'il ne croit pas aux dieux. Il commence à menacer la fille, mais Lia propose de l'acheter et il se demande pourquoi elle continue d'acheter ses clients. Mais elle lui rappelle qu'il est recherché, qu'il doit se cacher des autorités, et elle mentionne qu'il est plus sûr pour lui de vendre la fille maintenant afin de s'en débarrasser. Alors il accepte de la vendre à Léa qui utilise sa compétence supprimée sur la fille, expliquant que cela l'empêchera de se suicider, et elle dit à la fille qu'elle lui appartient maintenant, mais elle lui ordonne de rentrer chez elle. Oka dit à Ritsu de la suivre, tandis que Lia demande à Kaido où est l'autre enfant qui doit le payer aujourd'hui. Alors il explique que le garçon est déjà mort, car il a entrepris une quête dangereuse pour recevoir une énorme récompense, mais il n'est jamais revenu. Kaido l'invite à rejoindre la lance-ordonnance, mais elle explique qu'elle n'est pas intéressée et lui dit qu'elle doit partir car le vent nocturne est mauvais pour sa peau. Après que Lia rentre chez elle, elle se met à pleurer car elle n'a pas pu sauver le garçon et Oka la regarde de loin, tandis que Ritsu lui dit que l'entreprise s'occupe de la fille et de son petit frère. Il réalise que Lia n'est pas mauvaise, mais nous voyons Karina en ville et elle semble reconnaître Lia. Le lendemain, Oka emmène Seika à un carnaval où il s'approche d'un stand de glace, mais il réalise que tout le monde a peur de lui car il ressemble à un monstre. Elle mentionne qu'elle veut gagner une poupée à un jeu de fléchettes, alors elle décide d'essayer, mais elle rate complètement la cible. Oka lui donne des conseils pour améliorer sa visée, mais une fille joue soudainement au jeu et elle touche la cible, alors le commerçant lui donne le prix. Oka est surpris de voir que c'est Karina et elle donne la poupée à Seika, lui disant qu'elle veut être son amie. Mais Seika ne semble pas intéressée et Karina lui demande si elle a des amis. Alors elle lui parle de Lia. Elle dit à Karina qu'elle doit apprendre à Kuspa à la connaître avant qu'elle ne devienne amie et elle invite Seika à voir le défilé où les gens paniquent en voyant Oka. Karina dit à Seika qu'elle a toujours voulu voir Dieu et elle se demande quel genre de personne il est, mais Seiko se demande pourquoi elle pense que Dieu est une personne. Alors elle explique qu'un Dieu tout-puissant est une personne réincarnée qui a scellé l'un des désirs humains. Elle mentionne qu'elle connaît un Dieu masculin qui a scellé le désir d'être avec des femmes et une déesse féminine qui a renoncé au désir de sommeil et d'intimité. Mais Seika remarque qu'Oka ne se sent pas bien, alors Karina suggère de faire une pause. Il se dirige vers un restaurant où Oka demande à Karina ce qu'elle essaie de faire, alors elle lui rappelle que son but est de se mettre en travers de son chemin. Elle sait que la différence de leurs statistiques est énorme, alors elle décide de lui révéler sa faiblesse pour rendre les choses intéressantes, révélant qu'elle disparaîtra si l'homme qu'elle aime l'embrasse. Elle lui dit de la faire tomber amoureuse de lui, mais il n'est pas intéressé et elle pense que c'est à cause de Seika. Karina note qu'elle est si pure et innocente, mais elle se demande ce qui se passera si Seika perd quelqu'un de proche, alors elle décide de faire de Lia sa prochaine cible. Il est prêt à défendre ses amis si elle essaie de leur faire du mal, mais Seika l'appelle soudainement et il réalise que Karina a disparu. Après cela, Léa retourne à Vicebridge où elle mentionne qu'elle veut retirer sa candidature car elle pense qu'elle n'est pas digne d'être dans l'entreprise. Elle révèle que son professeur a été faussement accusé d'un crime, alors elle a cherché la fille qui a ruiné sa vie, mais elle a réalisé que la fille avait reçu une probation car elle était mineure. Alors elle a décidé de prendre les choses en main et a attaqué la fille avec son couteau, mais elle a voulu mettre fin à ses jours après l'incident. Alors elle a mis ses derniers mots dans ses notes spéciales où elle a écrit qu'elle est une personne terrible et elle veut rencontrer un dieu qui l'aidera déguisé en prince. Elle mentionne qu'elle veut expier ses péchés, mais elle a réalisé qu'elle ne peut pas sauver tout le monde, alors elle pense qu'elle ne mérite pas d'être dans l'entreprise. Elle commence à partir, mais Seika l'arrête et lui dit qu'il est difficile de distinguer le bien du mal, mais elle croit que Lia est une personne courageuse car elle a défendu quelqu'un. Seiji parle aux autres de Lia. Ritsu leur raconte comment elle a sauvé des esclaves de la lance-ordonnance, et elle a même pleuré quand elle n'a pas réussi à sauver un garçon. Alors Seiji réalise que c'est une personne altruiste et il décide de l'accueillir dans l'entreprise. Mais le frère de la fille apparaît soudainement et dit à tout le monde que sa sœur est en difficulté. Il révèle que Kaido l'a emmenée. Lia pense à l'arrêter, alors Zoka lui dit de ne pas être imprudente et note qu'il va rassembler des gens à l'entreprise. Mais elle mentionne qu'elle a un compte à régler avec Kaido et elle disparaît soudainement alors qu'Oka se demande si elle a utilisé sa compétence de note spéciale. Seiji et Ritsu se demandent ce qui s'est passé. Oka révèle que Lia est partie sauver la fille et il part avec Ritsu pour les suivre.
Mais il tombe dans le portail de Corina et elle mentionne qu'elle va emmener Lia, révélant qu'elle a un passé avec elle. Elle les téléporte hors du château, Ritsu interroge Oka sur elle et il révèle que c'est une déesse toute puissante nommée Corina. Mais Ritsu lui dit que son vrai nom est Reiko et qu'elle est la sœur de la fille qui l'a piégée. Seiji vérifie l'avis de recherche de Kaido et note qu'il est membre de la Lance Ordonnance. Mais Seiji mentionne qu'elle aidera Lia car c'est son amie. Seiji décide de la rejoindre puisque Lia est membre de leur entreprise et il dit à Kaido et Kai de s'occuper du garçon pendant leur absence. Nous voyons Léa se diriger vers la cachette de Kato et elle lui demande pourquoi il a rompu sa promesse. Il révèle qu'il a eu une meilleure offre. Karina sort de son portail, lui disant qu'il a fait du bon travail et elle lui donne son paiement, mais il mentionne que ce n'est pas suffisant. Elle lui dit de déguerpir et note que c'est plus que ce qu'il mérite. Alors il s'éloigne avec ses hommes tandis qu'elle dit à Léa que c'est son jour de chance car elle est sur le point de la tuer. Léa ne la reconnaît pas et elle dit à la fille de courir vers l'entreprise car son frère l'attend là-bas. Mais Karina mentionne qu'elle sait qui est Lia et note qu'elle veut ruiner l'innocence de Seika afin qu'elle cesse de croire en Dieu. Pendant ce temps, Kaido et ses hommes discutent de ce qui s'est passé au casino et ils mentionnent que Karina est la seule qui aurait pu tuer Kajita. Il a peur qu'ils finissent comme lui, mais il note qu'elle ne les a pas payés en totalité, alors il pense qu'il devrait lui donner une leçon. Nous revenons à Karina alors qu'elle explique que tuer Lia fera que Seika la haïra et pense que cela souillera son âme, alors elle ne croira plus jamais en Dieu. Mais Karina révèle qu'il y a une autre raison pour laquelle Léa est sa cible, et elle rappelle à Léa la fille qu'elle a attaquée, alors elle se demande si c'est elle. Elle lui dit qu'elle n'est pas la fille, alors Léa se demande qui elle est, mais elle ne répond pas à sa question et se prépare à la tuer. Mais Kaido déclare soudain qu'il ne croit pas en Dieu et elle tombe à terre, se demandant pourquoi ses pouvoirs ne fonctionnent pas. Il note qu'elle a trahi leur organisation puisqu'elle a tué Kajita au casino et il lui dit qu'il ne croit pas au pouvoir de Dieu car l'argent est tout ce en quoi il croit. Mais Lia en profite pour s'échapper et Kaido craint qu'elle n'appelle des renforts, alors il ordonne à ses hommes de la chercher. Il dit à Karina qu'elle ne peut pas bouger car ses pouvoirs sont désactivés et promet de la tuer après en avoir fini avec Lia, pensant qu'il peut gagner de l'argent en tuant une déesse. Nous voyons Lia se cacher derrière un pilier quand Seiji apparaît en Aldine et elle ne le reconnaît pas, alors il révèle qu'il est un héros errant qui combat le mal. Seika lui dit de lui faire confiance, mais Lia explique qu'il n'est pas de taille face à Karina car c'est une déesse toute puissante. Elle dit à Seika de s'échapper, mais elle mentionne qu'elle veut l'aider puisqu'elles sont amies, et Oka pense qu'il est temps de faire son entrée. Alors il appelle Aldine, mais il se transforme soudainement en prince, alors Seiji ne le reconnaît pas, et Ritsu arrive avec un miroir, alors il réalise qu'il a l'air différent. Lia pense qu'il est le prince de ses notes spéciales et elle lui dit qu'elle est heureuse de le voir, mais Seiji se demande qui il est. Il ne veut pas qu'il connaisse sa vita Tarpus, sa véritable identité, alors il se présente comme Schneider et Lia s'évanouit car elle ne peut pas supporter son aura. Les hommes de Kaido reconnaissent Seiji et ses amis car ce sont eux qui ont saccagé le casino et Kaido ordonne à ses hommes d'attaquer. Oka mentionne que la Lance Ordonnance est aussi son ennemi, alors Seiji décide de travailler avec lui et il envoie les ennemis voler avec son coup de vent. Oka utilise son coup de pied éolien, mais un mage ennemi le bloque et il réalise qu'il est devenu plus faible depuis que son apparence s'est améliorée. Kaido parle à ses hommes de leur plan de bataille, mais un oiseau s'approche soudainement de lui et Karina utilise sa magie pour désactiver ses sens. Elle révèle qu'elle a pu surmonter ses notes spéciales en lui rendant impossible de la reconnaître comme une déesse, et ses hommes implorent leur vie car ils savent qu'ils ne sont pas de taille face à elle. Mais elle les foudroie tous avec son sort d'éclair et Lia se demande comment elle est arrivée là puisque Kaido a désactivé ses pouvoirs divins. Ritsu pense qu'elle a retiré son titre de déesse en utilisant sa magie de transformation pour changer sa forme et ses attributs, mais Seika ne peut pas croire qu'elle est une déesse. Oka protège ses amis avec sa barrière, mais Karina utilise son sort élémentaire de foudre qui détruit tout dans la zone. Nous voyons Oka piégé sous des décombres et il note qu'il ne peut pas les soulever car son apparence l'a affaibli, mais Karina s'approche de lui se demandant pourquoi il est si beau. Il mentionne qu'il sait qui elle est et il se demande si elle essaie de se venger de Lia puisqu'elle a tué sa sœur Kyoko. Karina explique qu'elle est en fait reconnaissante envers Lia, mais note que Kyoko était toujours en vie car Lia n'a pas pu se résoudre à la tuer. Karina note qu'elle déteste Kyoko car elle ruine la vie des gens et nous apprenons qu'elle a toujours été un monstre donc personne ne l'aimait. Mais les gens s'en prenaient à Karina car elle ressemblait à sa sœur. Et elle note qu'elle s'est sentie mieux après avoir rencontré son dieu, mais Kyoko le lui a enlevé.
Elle n'avait donc plus que son amie, une poupée nommée Karina, et elle était heureuse quand Kyoko a été attaquée, pensant que sa souffrance allait prendre fin. Mais Kyoko a survécu et elle a pensé à retirer son support vital, mais elle n'a pas pu s'y résoudre. Elle a reçu la notification sur son téléphone, alors elle a décidé de commencer une nouvelle vie et elle a scellé son désir d'être avec des hommes et son besoin de sommeil afin de devenir une déesse toute puissante. Elle mentionne qu'elle était heureuse quand elle a rencontré Oka car il est aussi un dieu, mais elle est déçue qu'il ait choisi de guider Seika au lieu d'elle. Seika soigne les blessures de Léa, mais Karina s'approche soudainement d'elle, disant à Seika de s'écarter et de regarder Léa mourir. Elle refuse de l'abandonner car elle veut protéger ses amis, mais Karina mentionne qu'elle veut détruire leurs liens et elle se prépare à les attaquer. Seika se transforme en sa forme d'ange et dit à Lia de ne dire à personne qu'elle a utilisé le pouvoir de ses notes spéciales. Karina invoque sa foudre, mais Seika protège Lia avec sa barrière et Karina réalise que sa défense magique est impressionnante. Alors elle se prépare à utiliser des attaques physiques contre elle. Seika lui dit qu'elle veut lui parler pour qu'elle puisse devenir amie, mais Karina note qu'une déesse ne peut pas être amie avec des humains et elle charge Seika. Elle donne un coup de pied à Seika alors qu'elle est à terre, lui disant qu'elle la déteste d'être gentille. Lia essaie de l'arrêter, mais Karina la renverse et se prépare à la tuer. Seiji la repousse soudainement d'un coup de poing et Ritsu l'attaque par derrière, alors elle s'écrase au sol. Seiji mentionne qu'il ne laissera personne blesser ses amis, lui disant qu'il est venu Tutachai, qu'il est venu l'arrêter, et il le charge avec Ritsu, mais Karina bloque facilement leurs attaques. Il réussit à lui porter un coup solide, mais elle lui demande si c'est tout ce qu'il peut faire, et il n'arrive pas à croire que son poing ne peut pas la blesser. Elle les attaque avec sa lance de foudre, qui les assomme instantanément, leur disant qu'ils ont meilleure allure comme ça, mais elle veut toujours les faire saigner. Nous voyons Oka reprendre conscience, et il s'inquiète pour ses amis, mais il est trop faible pour se libérer. Karina interroge Seiji sur la justice, mentionnant comment elle a été jetée à terre et humiliée par les bandits. Elle se souvient comment elle a toujours souffert et dû supporter cela dans le monde précédent, alors elle pense qu'il est naturel de vouloir se venger. Seiji lui dit qu'il comprend sa colère et il propose de la laisser se défouler sur son corps, disant qu'elle n'a pas besoin de traverser cela seule. Elle le poignarde soudainement et elle est surprise qu'il puisse encaisser, alors il mentionne qu'il n'abandonnera jamais pour le bien de ses amis. Karina le repousse d'un coup de pied, mais Ritsa le retient en révélant qu'elle a utilisé ses notes spéciales pour qu'ils se retrouvent tous dans ce monde et Seiji réalise enfin qui elle est. Karina les trouve agaçants, alors elle déchaîne sa foudre et se prépare à les achever tous. Oka réfléchit au fait qu'il ne peut protéger personne, mais Seika apparaît à ses côtés, révélant qu'elle voulait être un ange pour pouvoir soigner ses amis blessés. Dans un flashback, on voit que Seika a eu un accident où elle a perdu ses parents et elle s'est retrouvée en fauteuil roulant. Les autres enfants la harcèlent parce qu'elle ressemble à un monstre, mais Oka vient à son secours, alors les enfants le traitent de laid et s'enfuient. Il aide Seika à rentrer chez elle, la trouvant jolie, mais elle fait remarquer qu'elle est un monstre sous ses bandages. Il la trouve toujours belle en écrivant quelque chose, mentionnant qu'elle ne s'est pas moquée de son apparence et qu'elle n'a rien dit sur les garçons alors qu'elle aurait pu les détester. Alors il pense que quelqu'un d'aussi chaleureux qu'elle est magnifique. Il lui donne une grue en papier et lui dit de lire ce qu'il y a dedans si elle se perd à nouveau. On la voit l'ouvrir et ça lui dit de trouver un chemin et de poursuivre ce qu'elle aime. Il lui dit de prendre les mains des gens qui lui tendent la leur et il espère la revoir pour pouvoir lui aussi lui offrir sa main, promettant de ne jamais la décevoir. Après ça, on voit Seika en apprendre plus sur le monde et les choses commencent à s'améliorer pour elle. Elle reçoit le message de réincarnation, mais elle pense qu'Oka avait raison car elle a rencontré des gens qui lui ont tendu la main et elle a pu trouver sa liberté, alors elle veut faire de même pour quelqu'un d'autre. Oka réalise qui elle est, mais Karina leur lance une énorme boule de foudre. Seika utilise tout son pouvoir et parvient à l'arrêter, mais elle finit par s'évanouir. Oka se souvient que même s'il était laid, il a pu être fier de lui et il se libère soudainement, reprenant sa forme originale. Seika se demande si c'est l'homme de son passé, mais il lui dit de le laisser gérer le reste. Karina prépare une autre attaque, mais il l'envoie à travers un portail et la suit. Alors qu'ils se battent dans l'autre dimension, ils semblent être à égalité. Oka note qu'ils sont dignes d'être des dieux et il pense qu'ils devraient reconsidérer la façon dont ils vivent leur seconde chance. Il l'appelle Reiko, mais elle déteste son ancien nom et elle le foudroie avec sa foudre. Il essaie de contrer avec sa propre attaque, mais il finit par être submergé. Il pense qu'elle est trop forte, mais il la voit supplier Dieu de tuer sa sœur.
Oka note que Kyoko a aussi détruit sa vie, mais il a pu devenir une personne différente après sa réincarnation. Il se demande si elle est toujours prisonnière de la malédiction de sa sœur, mais elle en a juste marre de tout et elle essaie de l'achever. Oka lance des rochers pour contrer, mais ce n'est pas suffisant et il commence à être touché. Elle lui dit que ça ne sert à rien de résister puisqu'elle est meilleure que lui dans toutes les compétences, mais il note qu'il testait juste s'il pouvait invoquer des choses dans cet espace. Il utilise sa compétence frappe météore, invoquant une météorite massive, mais Karina note que la compétence ultime du bâton est capable d'effacer n'importe quoi. Elle se prépare à le détruire, mais Oka note que c'était son plan, car il se souvient que l'activation de la compétence ultime du bâton a un temps de latence. Il met 100 de ses points de réserve en agilité car il prévoit de la frapper pendant ce temps de latence. Il se place au-dessus du météore et il le brise soudainement en fonçant sur Karina avec tout ce qu'il a, provoquant une énorme explosion. On voit Oka sortir de l'espace et les autres accourent, contents qu'il aille bien. Seiji note que Karina semble avoir disparu, mais Oka suggère que c'est Schneider qui s'en est occupé, et Seiji pense qu'il doit devenir plus fort puisqu'il a été inutile au combat. Après ça, les bandits sont remis aux autorités et la compagnie commence à prendre son envol. On voit Oka manger des hamburgers avec Seika, et il note qu'elle est toujours aussi maladroite. Il pense que c'est grâce à leurs prières et leurs vœux qu'ils se sont tous retrouvés ensemble, mais Ritsu et Seiji apparaissent soudainement, mentionnant qu'ils ont reçu des informations sur la lance-ordonnance. Ils doivent donc avoir une réunion d'urgence, mais alors que Seika lui prend la main, il est choqué et subit d'énormes dégâts. Il lui dit qu'il va bien et court après les autres, mais il jure de la rendre heureuse et promet de ne jamais la décevoir. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.